Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes parviennent à transformer radicalement leur vie, tandis que d'autres restent bloquées au même point pendant des années? Elles acquièrent rapidement de nouvelles compétences, développent une discipline rigoureuse et vivent avec un objectif clairement défini. Et vous savez ce que la plupart des gens pensent? Oh, elle a eu de la chance. Elle est née avec une forte volonté. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Beaucoup utilisent ces prétextes pour rester dans la médiocrité. Mais la vérité est cruelle. Ce n'est ni une question de chance, ni de talent inné. Il s'agit de suivre un code dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Dans le Japon féodal du XVIIe siècle, l'un des plus grands samouraïs de tous les temps était sur le point de mourir. Miyamoto Musashi, l'homme qui n'avait jamais perdu un duel en plus de 60 combats mortels, savait que ses jours étaient recomptés. Il ne lui restait qu'une semaine à vivre. Et durant cette semaine, il ne rédigea pas un testament ordinaire. Il a rédigé 5 règles simples qui contenaient tout ce qu'il avait appris au cours d'une vie consacrée à la maîtrise, à la discipline et à la transcendance. Ce document s'appelait Dokodo, la voie de la solitude. 5 règles, 5 seulement. Mais une fois qu'on comprend leur fonctionnement, on cesse d'être cette personne qui planifie des transformations qui n'aboutissent jamais. On devient quelqu'un qui transforme véritablement sa vie en 30 jours, en 6 mois, en 1 an. Mais cela a un prix. Accepter ce code vous obligera à affronter tout ce que votre ego cherche à protéger. Avant de vous dévoiler ces 5 règles ancestrales, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un « j'aime » ci-dessous et à me dire en commentaire quel domaine de votre vie vous souhaitez transformer en ce moment. Votre carrière, votre corps, votre esprit, vos relations? N'hésitez pas à commenter. Chapitre 1. Le samouraï mourant. Nous sommes en 1645. Miyamoto Musashi a 61 ans. Il a passé les 2 dernières années de sa vie en ermite, dans une grotte appelée Heigando. Son corps était ravagé par une maladie que les historiens pensaient être un cancer du poumon. La douleur était constante. Respirer devenait de plus en plus difficile. Mais Musashi ne se souciait pas de la douleur. Il n'avait qu'une seule préoccupation, ce qu'il laisserait derrière lui. De son vivant, Musashi était devenu une légende. À 13 ans, il remporta son premier duel. À 16 ans, son deuxième. À 21 ans, il vainquit plusieurs élèves d'une célèbre école d'escrime de Kyoto. À 28 ans, il vainquit Sasaki Kojiro, un autre sabreur légendaire, dans l'un des duels les plus célèbres de l'histoire du Japon. 62 duels, 62 victoires, aucune défaite. Mais pour Musashi, cela ne suffisait pas. Il avait passé des décennies non seulement à combattre, mais aussi à étudier la nature de la maîtrise. Il avait écrit le Goran no Shu, le livre des 5 anneaux, où il détaillait la stratégie de combat, la philosophie de la guerre et la psychologie du guerrier. Mais à présent, face à la mort qui le guettait, il comprit qu'il manquait quelque chose. Le livre des 5 anneaux parlait de technique, mais pas d'art de vivre. Musashi savait que la véritable maîtrise résidait non seulement dans les techniques d'escrime, mais aussi dans le caractère de celui qui maniait le sabre. Aussi, une semaine avant sa mort, Musashi prit un pinceau et se mit à écrire. Il n'a pas écrit de longs traités philosophiques. Il n'a pas rempli des pages d'explications complexes. Il a écrit 21 règles courtes, directes et d'une honnêteté brutale. Mais de ces 21 règles, 5 en contenaient l'essence même. 5 règles qui, si elles étaient suivies avec une discipline absolue, transformeraient n'importe qui en quelqu'un d'extraordinaire. Une fois la rédaction terminée, il remit le document à Terao Magonoyu, son disciple le plus proche, le même disciple à qui il avait dédié le livre des 5 anneaux. « Ce sont les leçons finales », dit Musashi d'une voix faible mais ferme. « Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des ordres. Si vous n'en suivez qu'un ou 2, vous ferez des progrès. Mais si vous les suivez tous les 5, sans exception, pendant 30 jours, vous ne reconnaîtrez plus la personne que vous êtes devenue. » Terao prit le document, les mains tremblantes. Il lut les règles et une brûlure intérieure l'envahit. Ces règles étaient simples, mais d'une cruauté absolue. « Maître, demanda Terao, pourquoi seulement 5 ? Pourquoi ne pas tout enseigner ? » « Parce que tout est contenu dans ces 5, répondit Musashi. Le reste n'est que variante.
Si vous maîtrisez ces 5 règles, tout le reste vous viendra naturellement. Mais si vous échouez sur ces 5 points, rien d'autre n'a d'importance. 7 jours plus tard, Musashi mourut. Il demanda qu'on le porte. Il serra sa ceinture. Il plaça son wakizashi, le sabre court, à sa ceinture. Assis, un genou replié à la verticale, il tenait le sabre dans sa main gauche et une canne dans sa main droite. Et c'est dans cette position qu'il mourut, un guerrier jusqu'à son dernier souffle. Chapitre 2. La première règle. Ne pas s'opposer au chemin. Terao rentra chez lui, le dokodo à la main. Il lut la première règle. Ne t'oppose pas au chemin. Au début, il ne comprenait pas. Qu'est-ce que cela signifiait exactement? Quel chemin? Le chemin vers quoi? Alors il commença à observer sa propre vie. Et il réalisa quelque chose de terrible. Il s'opposait constamment à la voie à suivre. Chaque fois qu'il savait ce qu'il devait faire, il trouvait des excuses pour ne pas le faire. Chaque fois, il savait qu'il devait s'entraîner, mais trouvait des raisons de remettre cela à plus tard. Chaque fois, il connaissait la vérité, mais préférait un mensonge confortable. Il s'opposait à la voie qu'il suivait. Musashi avait compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Les gens n'échouent pas parce qu'ils ignorent le chemin, mais parce qu'ils s'opposent au chemin qu'ils connaissent déjà. Un homme sait qu'il doit se lever tôt pour s'entraîner. Mais lorsque le réveil sonne, il proteste. Il invente une excuse. Je suis fatigué aujourd'hui. Je me réveillerai demain. Une femme sait qu'elle doit avoir cette conversation difficile. Mais lorsque l'occasion se présente, elle résiste. Elle invente une excuse. Ce n'est pas le bon moment. Peut-être la semaine prochaine. Un étudiant sait qu'il doit réviser pour son examen. Mais lorsqu'il ouvre son livre, il hésite. Il invente une excuse. Je vais juste jeter un coup d'œil rapide aux réseaux sociaux. Je reviens tout de suite. La première règle de Musashi ne consiste pas à découvrir le chemin, mais à cesser de s'opposer au chemin que l'on connaît déjà. Iterao décida de mettre cela à l'épreuve. Il dressa une liste de tout ce qu'il savait devoir faire, mais qu'il évitait. 2 heures d'entraînement à l'épée par jour. Méditer à l'aube. Adopter une posture correcte pendant les combats. Étudiez votre stratégie chaque soir. Réduisez votre consommation de sucre. Il consulta la liste et comprit que ce qui manquait n'était pas le savoir, mais l'obéissance. Alors il prêta serment. Pendant 30 jours, je ne m'opposerai pas à cette voie. Si je sais ce qu'il faut faire, je le fais. Sans négociation, sans excuse, sans hésitation. Les 5 premiers jours furent une véritable guerre. Chaque matin, lorsque le réveil sonnait avant l'aube, son corps suppliait de rester endormi. Mais Iterao ne protestait pas. Il se leva. Chaque après-midi, à l'heure de l'entraînement à l'épée, son esprit inventait 1000 excuses. Mais Terao ne protestait pas. Il s'entraînait. Chaque soir, quand son corps réclamait une douceur, son désir se faisait crier. Mais Terao ne s'y opposait pas. Il refusa. Le 10e jour, un événement extraordinaire se produisit. La résistance intérieure commença à faiblir. Son corps a cessé de lutter contre le réveil matinal. Son esprit a cessé de trouver des excuses pour ne pas faire de sport. Ses envies de sucre ont cessé de la réclamer à corps et à cri. C'était comme si une partie de lui, constamment en conflit avec lui-même, avait finalement capitulé. Un neuroscientifique de l'université de Stanford, qui étudie le contrôle des impulsions depuis plus de 15 ans, a fait une découverte fascinante. Lorsqu'on cesse systématiquement de s'opposer à ce qu'on sait devoir faire, quelque chose change au niveau neurologique. Le cortex préfrontal, siège de la volonté, cesse de gaspiller son énergie à lutter contre le système limbique, responsable des désirs immédiats. Après une dizaine de jours de constance absolue, le cerveau réagit. Il comprend que cette opposition est vaine et amorce l'harmonisation des systèmes. C'est comme si le cerveau avait dit « D'accord, tu as gagné. J'arrête de lutter et je commence à coopérer. » Au 20e jour, Teral n'avait plus besoin de volonté pour suivre le chemin. La routine était devenue automatique. Il se réveillait avant l'aube sans effort. Il s'entraînait sans aucune résistance intérieure. Il refusa le sucre sans la moindre hésitation. Il avait cessé de résister à la voie et sa transformation était visible. D'autres guerriers commencèrent à le remarquer. « Teral, que t'est-il arrivé? Tu es différent, plus fort, plus concentré. » Teral sourit. « J'ai cessé de lutter contre moi-même. » Chapitre 3. La deuxième règle. Ne recherchez pas le plaisir pour le plaisir.
Le 21e jour, Terral lut la deuxième règle de Musashi. Ne recherchez pas le plaisir pour le plaisir. Cette règle le déconcerta d'abord. Musashi ne disait pas qu'il ne fallait jamais éprouver de plaisir. Il disait qu'il ne fallait pas rechercher le plaisir comme une fin en soi. Et Terral commença à comprendre le piège. Il observait les gens autour de lui. Ils passaient leur vie entière à courir après le prochain plaisir, le prochain repas délicieux, la prochaine boisson, le prochain divertissement, le prochain moment de confort. Et que s'est-il passé? Ils n'étaient jamais satisfaits. Le plaisir durait quelques minutes, quelques heures tout au plus. Puis, ils retournaient au vide et avaient besoin d'un nouveau plaisir. C'était un cycle sans fin. Plaisir, vide, plaisir, vide. Musashi avait compris quelque chose de profond. Le plaisir n'est pas mauvais en soi. Mais vivre pour le plaisir, c'est en devenir l'esclave. C'est perdre sa liberté. Vous perdez votre raison d'être. Pire encore, vous ne développez jamais la capacité d'accomplir des choses difficiles, car les choses difficiles sont rarement agréables au début. Tero s'est rendu compte qu'il était lui-même tombé dans ce piège. Chaque fois qu'il se sentait mal à l'aise, il cherchait quelque chose pour apaiser ce malaise. De la nourriture, conversation vide de sens, distraction. Il n'avait jamais appris à supporter l'inconfort, endurer la douleur, continuer malgré la douleur. Puis il fit un autre vœu. Pendant les 10 prochains jours, je ne rechercherai pas le plaisir pour le plaisir. Je ferai ce qui doit être fait, même si ce n'est pas agréable. Et quand le plaisir viendra naturellement, je l'apprécierai. Mais je ne le poursuivrai pas. Les premiers jours furent terribles. Chaque fois qu'il ressentait un malaise, son instinct était de fuir vers quelque chose d'agréable. Mais il ne fuyait pas. Il restait assis avec ce malaise. Il observa, il respira, et quelque chose d'incroyable se produisit. Le malaise ne l'a pas tué, il a disparu. Et au-delà de ce malaise, il y avait quelque chose de bien plus profond que le plaisir. Il y avait de la satisfaction, il y avait de la fierté, il y avait le sentiment de devenir quelque chose de plus grand. Le 25e jour, Terral comprit qu'il n'avait plus besoin de plaisir constant pour se sentir bien. Il pouvait s'entraîner des heures durant dans des conditions difficiles et éprouver une joie profonde. Il pouvait méditer dans un silence absolu et ressentir une paix qu'aucun divertissement ne lui avait jamais procurée. Il s'était affranchi de sa dépendance au plaisir, et cela l'avait libéré. Chapitre 4. La troisième règle. Ne dépendez pas des possessions. Terral a lu la troisième règle. Ne dépend pas des possessions. Cette règle est implacable. Il regarda autour de lui. Il possédait une collection d'épées qu'il utilisait rarement. Il avait des vêtements qu'il ne portait jamais. Il avait des objets dont il pensait avoir besoin, mais qui en réalité ne faisaient qu'encombrer l'espace. Et alors, il prit conscience de la vérité brutale. Il ne possédait pas ces choses. Ce sont elles qui le possédaient. Chaque fois qu'il pensait à voyager, il y pensait encore. Mais qu'en est-il de mes affaires? Chaque fois qu'il pensait à déménager, il y pensait encore. Mais j'ai tellement de choses ici. Chaque fois qu'une opportunité se présentait, il y réfléchissait. Mais cela m'obligera à abandonner tout cela. Les possessions n'étaient pas des outils, c'étaient des chaînes. Musashi avait survécu à cela. Il avait passé la majeure partie de sa vie comme un guerrier errant. Il n'avait pas de domicile fixe. Il n'avait pas de meubles. Il ne possédait que ses 2 épées, ses vêtements et son pinceau. Et cette liberté lui permettait de se mouvoir sans poids. Elle lui permettait de relever tous les défis. Elle lui permettait de vivre sans craindre de perdre quoi que ce soit. Terral décida de mener une expérience radicale. Il prit tous ses biens et posa à chaque objet la question suivante. Est-ce que cela me fortifie ou est-ce que cela m'entrave? Si la réponse était « m'entrave », il s'en débarrassait. Au terme de ce processus, il s'était débarrassé de la moitié de ses biens, et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il ne ressentit aucune perte, il se sentait léger. Il comprit que posséder moins de choses signifiait avoir plus de liberté, plus de mobilité, une plus grande clarté mentale. Un chercheur de l'université de Princeton, qui étudie le minimalisme et le bien-être depuis plus de 12 ans, a découvert que les personnes qui réduisent leurs possessions à l'essentiel font état d'une clarté mentale et d'une satisfaction nettement supérieures.
Le cerveau humain a une capacité d'attention limitée. Quand on est entouré de dizaines d'objets, une partie de notre attention est constamment accaparée par la gestion, l'organisation et les inquiétudes liées à ces possessions. En éliminant le superflu, on libère de l'énergie mentale pour ce qui compte vraiment. Le 30e jour, Terrell observa sa maison. Il était presque vide, mais il se sentait plus riche que jamais. Chapitre 5. La 4e règle. Ne regrette pas ce que tu as fait. C'était la règle la plus difficile. Terrell était rongé par les regrets. Des années auparavant, il avait perdu un duel important. Il avait fait les mauvais choix. Il avait blessé des gens qu'il aimait, et ses regrets le hantaient. Chaque fois qu'il essayait d'aller de l'avant, les regrets le retenaient. Et puis, pas seulement. J'aurais dû agir autrement. Pourquoi ai-je été si stupide ? Musashi avait écrit « Ne regrette rien ». Et Terrell a enfin compris pourquoi. Le regret n'est pas un apprentissage. Le regret est une prison. Quand on tire des leçons de ses erreurs, on en retire l'enseignement et on passe à autre chose. Quand on regrette une erreur, on reste prisonnier du passé, on la revit sans cesse, on s'épuise et on gâche le présent. Musashi ne disait pas qu'il ne fallait pas apprendre de ses erreurs. Il disait de ne pas s'y attarder. Terrell s'est livré à un exercice brutal. Il a écrit tous ses regrets sur une feuille de papier. Chaque erreur, chaque mauvais choix, chaque personne qu'il avait blessée. Puis il les lut à voix haute. Et pour chaque regret, il disait « J'ai fait ça, je ne peux pas changer, mais je peux en tirer des leçons et aller de l'avant. » Puis il a brûlé le papier. Littéralement. Il a allumé le feu et a regardé ses regrets se consumer en cendres. Les jours suivants, chaque fois qu'un regret tentait de ressurgir, il se répétait « J'ai appris de mes erreurs, je vais de l'avant. » Peu à peu, le poids du regret commença à s'alléger. Il comprit que nourrir des regrets ne changeait rien au passé, mais détruisait l'avenir. Le 30e jour, Terrell se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Il s'était libéré de la prison du passé. Chapitre 6. La 5e règle. N'ayez pas peur de la mort. La dernière règle était la plus difficile. N'ayez pas peur de la mort. Terrell trembla en lisant cela. Comment pouvait-on ne pas craindre la mort ? Mais ensuite, il commença à comprendre ce que Musashi voulait vraiment dire. Il ne s'agissait pas de ne pas accorder d'importance à la vie. Il s'agissait de ne pas laisser la peur de la mort dicter vos choix. Combien de fois vous êtes-vous abstenu d'agir par peur ? Peur d'échouer, peur d'être jugé, la peur de la perte. Au fond, toutes ces peurs ne sont que des variantes de la peur de la mort. La peur qu'une partie de vous disparaisse. Votre réputation, votre confort, votre identité. Musashi a passé toute sa vie à affronter la mort au sens propre du terme. 62 duels mortels. À chaque fois, il savait qu'il pouvait mourir. Et c'est précisément en acceptant la possibilité de la mort qu'il a pu combattre sans hésitation, sans tension, sans peur paralysante. Terrell s'est rendu compte qu'il menait une vie limitée par la peur. Il ne postulait pas à des emplois par crainte d'être rejeté. Il n'exprimait pas ses opinions par peur d'être jugé. Il n'a pris aucun risque important car il avait peur de perdre. Puis, il a fait l'exercice final. Il a imaginé sa propre mort. Il s'allongea sur le sol, ferma les yeux et s'imagina mourir. À cet instant, il se posa une question brutale. Si je mourais aujourd'hui, serais-je fier de la vie que j'aurais vécue ? La réponse fut dévastatrice. Non. Il s'est rendu compte qu'il gaspillait sa vie à se protéger de risques, qui, comparés à une mort inévitable, étaient insignifiants. Alors, il a pris sa décision. Pendant les 30 prochains jours, je vais agir comme si j'avais déjà accepté ma mort. Je vais prendre le risque. Je vais essayer. Je vais vivre. Les jours suivants, tout a changé. Il a postulé à un poste qu'il pensait auparavant inaccessible. Il a eu des conversations difficiles qu'il avait évitées pendant des années. Il s'est entraîné avec une intensité qu'il avait auparavant effrayée, car il l'avait acceptée. La mort survient. Quoi que je fasse, je vivrai pleinement ma vie. Le 30e jour, Terrell n'était plus le même. Il se levait avant l'aube sans rechigner. Il faisait ce qu'il fallait faire sans protester. Il ne recherchait pas les plaisirs futiles. Il n'était pas attaché aux possessions. Il n'avait aucun regret. Il n'avait pas peur de prendre des risques. Et d'autres guerriers commencèrent à le remarquer. « Terrell, que s'est-il passé ? Tu as l'air d'un autre homme. » Terrell sourit. « J'ai suivi les 5 règles. » Chapitre 7. Le piège de la génération moderne.
Mais voici la vérité qui brûle. La plupart des gens aujourd'hui ne connaîtront jamais cette transformation. Non pas que les règles soient inefficaces, mais parce qu'ils refusent de les suivre. Soyons francs. Première règle, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Combien de fois savez-vous exactement ce que vous devez faire, mais trouvez-vous des excuses? Tu sais que tu dois te lever tôt, mais tu appuies sur le bouton « snooze ». Tu sais que tu dois faire du sport, mais tu remets ça à plus tard. Tu sais que tu dois avoir cette conversation, mais tu l'évites. Vous n'êtes pas confus quant au chemin. Vous vous y opposez. Deuxième règle, ne recherchez pas le plaisir pour le plaisir. Notre génération a été conditionnée à éviter tout inconfort. Vous vous ennuyez? Faites défiler votre fil d'actualité. Difficile? Regardez quelque chose. Mal à l'aise? Commandez à manger. Nous sommes devenus esclaves du plaisir. Et c'est pourquoi nous ne développons jamais la capacité de faire des choses difficiles. Troisième règle, ne vous laissez pas absorber par les possessions. Regardez autour de vous. Combien de choses possédez-vous que vous n'utilisez pas? Combien en avez-vous acheté en pensant qu'elles vous rendraient heureux? Combien vous freinent au lieu de vous libérer? Quatrième règle, ne regrettez pas vos actions. Combien de personnes connaissez-vous qui sont prisonnières du passé, ressasser leurs erreurs, ruminer leurs mauvais choix et gâcher leur présent à cause du passé? Cinquième règle, n'ayez pas peur de la mort. Combien d'occasions avez-vous manqué par peur? Combien de risques n'avez-vous pas pris? Combien de choses n'avez-vous pas tentées par peur de perdre quelque chose que vous finirez par perdre de toute façon? Voilà la vérité, aussi inconfortable soit-elle. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Vous avez besoin de plus de discipline. Vous n'avez pas besoin de plus de cours. Il vous faut plus d'exécution. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Il vous faut plus d'engagement. Les 5 règles de Musashi ne sont pas compliquées, mais elles sont impitoyables. Et la plupart des gens préféreront rester dans une confortable médiocrité plutôt que de payer le prix de la transformation. Mais vous n'êtes pas obligé de faire partie de cette majorité. Chapitre 8. Le plan sur 30 jours. Voici ce que vous allez faire. Pas demain, pas lundi. Prenez une feuille de papier. Notez les 5 règles. 1. Je ne m'oppose pas à cette voie. 2. Je ne recherche pas le plaisir pour le plaisir. 3. Je ne suis pas dépendant des possessions. 4. Je ne regrette rien. 5. Je n'ai pas peur de la mort. Maintenant, pour chaque règle, notez une action concrète que vous entreprendrez dans les 30 prochains jours. Règle 1. À quel chemin résistez-vous? Notez-le et engagez-vous à le suivre sans excuse pendant 30 jours. Règle 2. À quel plaisir fut-il résistez-vous? Réseaux sociaux, nourriture, divertissement constant, supprimez-les pendant 30 jours. Règle 3. Examinez vos possessions. Choisissez 10 choses dont vous vous débarrasserez aujourd'hui. Règle 4. Notez vos regrets. Lisez-le à voix haute et brûlez le papier, littéralement. Règle 5. Imaginez votre mort. Maintenant, notez une chose que vous feriez si vous n'aviez pas peur et faites cette chose pendant les 7 prochains jours. Un chercheur de l'Université d'Oxford, spécialiste de la transformation comportementale depuis plus de 20 ans, a mené une étude auprès de 500 participants suivant des programmes de changement radical. Le résultat est sans équivoque. 87% des personnes qui s'engagent à changer simultanément dans 5 domaines fondamentaux et maintiennent cet engagement pendant au moins 30 jours connaissent une transformation durable. Mais ceux qui tentent de changer un seul aspect ou qui abandonnent avant 30 jours retombent dans leurs anciennes habitudes, dans 92% des cas. Il ne s'agit pas d'apporter de petits changements, mais d'une transformation totale. Et il ne s'agit pas de le faire quand on est motivé. Il s'agit de le faire tous les jours, sans exception, pendant 30 jours. Chapitre 9. L'héritage de Musashi. Musashi est mort il y a près de 400 ans, mais ses écrits restent d'actualité, car il n'écrivait pas de théorie. Il écrivait des vérités éprouvées par la vie et la mort. Il avait affronté 62 adversaires en combat mortel et les avait tous vaincus. Non pas parce qu'il était plus talentueux, mais parce qu'il suivait des principes que la plupart des gens n'ont pas le courage de suivre, Thérault a pris les 5 règles au sérieux. Et en 30 jours, il est devenu méconnaissable, plus fort, plus concentré, plus libre, et il a transmis ses règles à ses élèves, à ses enfants, à tous ceux qui étaient prêts à en payer le prix. Car c'est le secret que Musashi avait compris. La maîtrise ne réside pas dans la technique,
mais dans le caractère. Il s'agit de ce que vous devenez quand personne ne vous regarde. Il s'agit des choix que vous faites dans l'adversité. Il s'agit de la discipline que vous maintenez même quand personne ne vous applaudit. Les 5 règles ne visent pas seulement à transformer votre vie. Elles visent à transformer votre être profond. Et lorsque vous transformez votre être profond, tout change. Vos actions changent, vos choix changent, vos résultats changent. Vous devenez le genre de personne qui fait paraître les choses extraordinaires naturelles. Parce qu'elles sont naturelles. Pour vous, désormais, vous avez le même choix que Terral. Le même choix s'offrait à tous les élèves de Musashi. Vous pouvez lire ces règles, les trouver intéressantes et ne rien faire. Et dans 30 jours, vous serez exactement au même point qu'aujourd'hui. Ou alors, vous pouvez faire des compromis, complètement, sans excuse, aucune négociation. Suivez les 5 règles avec une discipline absolue pendant 30 jours. Au bout de 30 jours, vous vous regarderez dans le miroir et vous ne vous reconnaîtrez plus. Parce que vous serez devenu plus fort, plus libre, plus vivant. Le choix vous appartient, mais le temps presse. Musashi n'avait qu'une semaine lorsqu'il a écrit ces règles. Il n'avait pas de temps à perdre avec les détours, ni avec les excuses, ni avec la médiocrité. Et vous, combien de jours vous reste-t-il? On ne sait pas. Personne ne le sait. Alors arrêtez de faire comme si vous aviez tout le temps du monde. Commencez dès maintenant. Suivez les 5 règles. Transformez votre vie en 30 jours. Soit tu continues à remettre à plus tard et à rester qui tu as toujours été. La maîtrise t'attend, mais elle ne viendra pas à toi. Il faut y aller progressivement, un jour à la fois, une règle à la fois, jusqu'à ce que vous ne soyez plus qui vous étiez. Vous devenez qui vous êtes né pour être. Si cette vidéo a suscité de nouvelles réflexions sur la discipline et la transformation, je vous invite à nouveau à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Laquelle de ces 5 règles vous semblera la plus difficile à suivre? Veuillez l'indiquer ci-dessous. Si vous avez lu jusqu'ici, merci beaucoup pour votre attention. Vous faites partie des rares personnes réellement désireuses d'apprendre. Et cela vous distingue déjà de 99% des gens. Alors, lancez-vous, suivez ces 5 règles. Et dans 30 jours, vous vous retournerez sur cette période et vous n'en croirez pas vos yeux. C'était bien vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne chance dans votre parcours de transformation.